Bonjour et bienvenue dans Athletes Corner. Nous sommes dans le Salon des Princes de l'Automobile Club de Monaco et je suis avec Philippe Monet, le navigateur. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je vais vous rappeler le principe de cette interview. On est là pour mieux vous connaître et je vous donne ce joker qui va peut-être vous aider ou pas, je ne sais pas, que vous me donnerez si vous n'avez pas envie de répondre à une question. Je n'ai pas encore posé ma question. Ah bon, pardon, excusez-moi. Donc vous le gardez bien au chaud et on attend. Vous êtes prêts? Alors, pour commencer, vous avez de très nombreuses passions. Je pense à la voile, au rallye raid, au ski, à l'équitation. Est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces sports? Il y a un point commun, oui, mais d'abord, je crois que c'est le naturel qui est venu. Je suis né à la Clusaz, donc j'ai passé mon enfance sur des skis. Il y a eu l'équitation qui s'est greffée là-dessus. Après, j'ai déménagé à Cannes avec mes parents quand j'avais 16 ans au bord de la mer. Donc là, j'ai commencé le bateau, la navigation, et je me suis retrouvé comme navigateur sur les rallyes africains avant de passer au volant. Voilà, donc il y a une logique. Mais il y a un point commun quand même avec d'autres activités que j'ai pratiquées aussi un peu plus en dilettante, que sont le plongeon de haut vol, le motocross, la haute montagne, tout ça. Je dirais que c'est l'équilibre. Ce sont des sports d'équilibre. Le bateau, c'est de l'équilibre. La voiture, c'est de l'équilibre. L'équitation, le ski, c'est la même chose. Et ça se retrouve un petit peu dans ces différentes disciplines. Et les unes, c'est vrai, on est un peu moins concentré sur une discipline, donc on a l'esprit peut-être un peu plus aéré. On connaît plus de milieux aussi différents. Et du coup, ça m'a pas mal aidé pour réussir dans tout ce que j'ai fait. Et il y a une discipline que vous préférez? Non, parce que j'aime bien, je suis assez gourmand, j'aime bien tout et je voudrais surtout me priver d'aucune. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours sportif? C'est long. Oui, je sais que c'est long. J'ai commencé, bon, tout gamin par le ski, évidemment. Et c'est vrai qu'à la Clusaz, il y avait Guy Perria, qui est un cousin éloigné, qui avait donné une aura. Et en même temps, à cette époque-là, on est dans les années 65, à un élan dans les stations qui entraînait beaucoup de jeunes. On avait un héros et on voulait faire comme lui, quoi. Voilà. Et c'est ce qui m'a un petit peu aussi amené en équitation quand il y avait Doriola, les frères Dinzeo, Marcel Rosier, PSEA chez qui j'ai pas mal monté à l'époque, qui sont d'ailleurs encore dans le circuit parce qu'un peu tous les sports que j'ai faits se font assez longtemps, quoi. Michel Robert, chez qui j'ai monté, là, est encore un des meilleurs cavaliers mondiaux actuellement, il a plus de 60 ans. En voiture, Schlesser, on gagnait avec lui, il avait 50-55 ans. Dans le ski, bon, un petit peu moins parce que c'est plus, je dirais, plus physique et il y a tout un tas de sports comme la voile aussi, où regardez le Vendée Globe, hein, où les sports, nous, on a 50 balais ou 45 ans et on est encore au top, parce qu'on a des sports, à partir du moment où on a un intermédiaire et qu'on va sur un élément, que ce soit la mer, la montagne ou le désert, et c'est beaucoup l'expérience qui compte. Et du coup, la fougue de la jeunesse se calme et ça s'agit avec l'expérience et elle prend sa plénitude, pas comme l'athlétisme à 20 ans, mais à 40-45 ans. Donc la voile, parlons-en. Vous avez battu le record du monde, du Tour du monde à l'envers à la voile en 2000. Alors pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? Disons que contrairement aux autres marins, moi je suis arrivé dans ce milieu non pas pour la compétition au début, mais par la passion de l'aventure et d'aller de l'autre côté de l'horizon, découvrir le monde avec sa caravane. Vous savez, quand vous faites le tour du monde en bateau, vous pouvez ne pas croiser une terre. Quand vous êtes en voiture, un jour ou l'autre, de toute façon, vous tombez sur la mer. Donc moi, c'était de pouvoir partir, voyager, aller dans des coins dont on connaissait les noms, Tahiti, Valparaiso, la Nouvelle-Calédonie, les îles en général. Donc ça pouvait se faire en bateau. Et c'est ce qui m'a attiré dans un premier temps à aller dans cette direction. Et du coup, quand après j'ai mixé ça à la compétition que j'aimais bien, donc je me suis retrouvé très vite avec Eric Tabarly sur le Paul Ricard en 84. Après, j'ai commencé à voler de mes propres ailes parce que j'avais envie d'être tout seul. Et du coup, je suis parti contrairement un peu, aux marins bretons qui sont très nombreux et très talentueux, qui commencent par l'optimisme, le dériveur. Après, maintenant, on les voit arriver sur les courses comme le Figaro, les classes 40, pour finir après, malheureusement, dans des classes en ce moment qui sont un peu, je dirais, branlantes ou qui n'existent plus, comme le multicoque ou les bateaux du Vendée Globe.
il y a une vraie racine de compétition au départ. Moi, je suis arrivé plus par la racine aventure et c'est comme ça que je suis parti un petit peu à faire les premiers tours du monde en solitaire en multicoque. New York-San Francisco par le Cap Horn à l'envers, qui était un record qui m'appartient toujours d'ailleurs, qui est très très difficile. La route du thé entre Hong Kong et Londres, d'essayer de faire la tentative de tour du monde à l'envers contre les vents que j'ai réalisé en 2000, mais en passant par la route sud en rasant l'Antarctique. C'était un petit peu pionnier, en même temps que je faisais aussi d'autres régates qui sont moins médiatiques où j'ai bien marché aussi. Mais c'est vrai que sont ces grandes aventures qui sont les plus médiatiques et qui m'ont fait le plus connaître. Et que j'ai beaucoup apprécié. Ah bah, je m'en doute bien. Et c'est pas fini. Bah, la mer, c'est l'immensité, la solitude. Vous n'avez pas de mal à vivre ça? Pas du tout, Ça non, vous plaît? parce que je sais pas, moi c'est toujours. Je crois qu'en solitaire, alors tout est beaucoup plus facile en équipage ou même à deux. Oui. Hein, quand vous êtes deux, vous pouvez faire beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire en solitaire ou qui sont beaucoup plus compliquées et qui ne sont pas tellement plus compliquées si on est trois ou quatre. Mais tout seul, c'est beaucoup plus complet, il faut savoir tout faire. Il faut savoir faire la navigation, il faut savoir connaître la météo, connaître la mécanique pour entretenir son bateau, se gérer soi-même, la nourriture, les réglages, enfin, sur une coupe de l'América, tout ça c'est disséqué. Il y a un mec qui sait faire que régler les voiles, il y en a certains qui ne savent même pas que l'eau de mer est salée, ils sont là pour tourner les winches, il y en a un autre qui fait la nave, un autre qui barre. Là, le solitaire, il doit tout savoir faire. Et deuxièmement, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand on est tout seul, tout ce qu'on ressent, on le ressent beaucoup plus profondément ou c'est beaucoup plus intense. C'est-à-dire que si c'est beau, ça va être très très beau. Si ça va mal et que c'est mauvais, ça devient très très mauvais. Parce qu'on est tout seul, on n'a personne pour remonter le moral ou pour complimenter. Et c'est vrai que quand on est deux, bah, c'est moins grandiose parce qu'on le partage. Alors c'est à la fois une espèce d'égoïsme, mais cet égoïsme nous fait vivre des sentiments qui sont très très forts. Et comme la vie est belle par ses contrastes, ça fait des contrastes qui sont très très intenses. Donc vous m'avez dit que ce n'était pas fini, c'est-à-dire vous allez faire quoi là J'ai prochainement? un projet pour la route du Rhum là, qui est assez mariole aussi, mais toujours un petit peu dans l'exceptionnel. C'est un petit peu comme ça d'ailleurs que j'ai commencé quand j'étais en ski. C'est vrai qu'on avait Jean-Claude Killy, on avait le slalom, mais le slalom c'était très, très ordonné, c'était, on pourrait dire, professionnel. Tous les jeunes qui faisaient du slalom, c'était avec l'école, l'office du sport de la Clusaz. Ils partaient tous les week-ends avec l'autocar. Ils avaient une discipline bien. Moi, la discipline, ça n'a jamais été tellement mon fort. Et du coup, je suis parti à une époque où le ski extrême est arrivé avec Sylvain Saudan. C'est-à-dire c'était des descentes de couloirs très, très dures. Donc j'en ai fait à l'époque pas mal avec Patrick Valençon. Malheureusement qui s'est tué. C'est vrai qu'en montagne, j'ai perdu quand même beaucoup, 80% de mes potes. Quoi. Et après, il y a le ski artistique qui est arrivé, le saut, les bosses, Groupillon, c'est beaucoup plus récent. Mais tout ça, c'est arrivé à la Clusaz et à Tignes, et surtout avec la Clusaz, avec Salomon qui était à Annecy, qui poussait un peu les jeunes dans les nouveautés, comme ici, on a eu le surf, comme maintenant on a les skis paraboliques, en attendant la prochaine mode pour vendre des skis ou des planches. Donc je me suis tout de suite dirigé là-dessus, et dans le bateau, ça a été un petit peu pareil. Et en voiture, c'était au lieu de faire du rallye classique ou de la course sur circuit, c'était les Dakar parce qu'il y avait l'aventure, il y avait l'élément. Et c'est vrai que moi j'ai aimé parcourir le monde en bateau sur des nouveaux trajets, la montagne de la vivre un peu différemment avec les nouveautés qu'il y avait dans ces années-là, qui se renouvellent. Hein. Le ski aujourd'hui, ce qu'on appelle le freeride, nous c'était tous les sauts de barres rocheuses, les trucs comme ça qu'on faisait à l'époque avec le matériel de l'époque. Hein. Il ne faut pas oublier que nous, on a attaqué avec les skis en bois et les chaussures en cuir. On faisait déjà la moitié du virage dans la chaussure, la deuxième moitié dans la fixation du ski, puis après, si ça voulait tourner, c'était des époques un petit peu héroïques. Mais ce sont des modes qui reviennent quand même assez régulièrement. Ce qui fait que tous les 10-15 ans, en fait, moi, avec mes vieux skis et mes combinaisons, je suis à la mode. Donc Philippe, en général, vous pratiquez des sports à haut risque. Est-ce que vous n'avez pas peur? Non, parce que si j'avais peur, je ne vais pas là-bas pour me faire peur, mais il est vrai que le risque, c'est un espèce de piment. Un piment qui agrémente la nourriture, comme on dit. Alors dans le sport ou dans l'aventure, c'est un petit peu la même chose. C'est aussi d'aller un petit peu plus loin que les autres, donc c'est une espèce aussi d'évolution et de perfection. Et à un moment donné aussi, quand on connaît vraiment bien qu'est-ce que je peux dire, son métier, sa passion. Je dis, moi, j'ai jamais eu de métier, hein. Mais
on essaye de vivre de ses passions. Euh, le risque, il est plus au même niveau que ceux qui ne pratiquent pas le sport au même niveau que nous, quoi, c'est tout. Quand on fait du bateau à haut niveau, ou qu'on en fait beaucoup, qu'on a beaucoup d'expérience, le risque il est plus loin et on peut le repousser. Le tout, c'est de ne pas essayer de le pousser plus loin que ce qu'on est capable de faire. À ce moment-là, on se casse la gueule, quoi. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, dans tous ces métiers à risque, il n'y a pas trop de place pour les fous, quoi. Oui, vous n'y allez pas tête baissée en fait, c'est pas genre Bah, il y en a chialer, qui y vont, mais bon, ils ne reviennent pas, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça la différence. Et souvent, les gens me disent ouais, vous êtes barjot. Je dis non, au contraire, nous, on connaît vraiment bien notre métier, on sait jusqu'où on peut aller, on repousse un peu la limite parce qu'il y a toujours une petite part d'inconnu. Ouais. Quand on veut aller plus loin, on va là où les autres ne sont pas allés. Mais on y va avec toute l'expérience avant en se disant tiens, là, ça doit pouvoir passer, ça doit pouvoir se faire comme ça. Et ça, c'est valable partout, c'est valable dans l'amour, c'est valable dans le business, et c'est valable aussi dans nos divertissements. Alors Philippe, récemment, vous avez participé au 3e rallye Monte-Carlo des véhicules à énergie alternative. Alors pourquoi avez-vous décidé de relever ce défi? Bah, d'abord parce qu'on me l'a proposé, et puis que je m'intéresse toujours aussi à ce qui est évolution, hein, que ce soit dans le bateau, dans la voiture, dans la montagne. Et alors aujourd'hui, il y a une grande mode parce que tout le monde se foutait de la pollution il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Tout le monde a son petit cartable avec un projet clean. Quand on parlait de ça il y a 10 ans, les gens n'en avaient strictement rien à foutre. Et aujourd'hui, on a presque l'air d'être ringards parce que les autres ont l'impression de nous avoir doublés. Mais ce qui est intéressant, bah, c'est tout ce qui peut y avoir comme évolution. Que ça soit sur le fossile, que ça soit sur le nucléaire, que ça soit sur le solaire, qui pour moi sont les énergies avec l'expérience qu'on en a, qui sont vraiment intéressantes. Il faut savoir quand même que 87% de l'énergie qui est produite en France est nucléaire, que les barrages, ça n'alimente pas grand-chose, que les génératrices, c'est des espèces de mécaniques infernales qui coûtent très cher, qui sont très polluantes à construire et qui ne rapportent pas grand-chose en énergie. Donc il faut à un moment bien cibler tout ce qui est bon, tout ce qui est marketing, publicité, politique et tout ce qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que c'est le test en grandeur nature, hein, c'est d'avoir une voiture avec des batteries, avec du solaire, des voitures hybrides comme celle qu'on avait. On avait une Lexus qui marchait moitié essence et puis aussi dans des vitesses très basses comme les embouteillages en ville ou des trucs comme ça. Le moteur s'éteint et ça marche sur des batteries en électrique. Et après, dès qu'on va un peu plus vite, ça repart sur le moteur à explosion et qui recharge les batteries pendant qu'on est sur l'autoroute, un truc comme ça. Donc ce sont des choses qui sont pas mal. Il ne faut pas tout jeter d'un coup parce qu'il y a un phénomène de mode. Il y a adapté des bonnes choses là-dessus. Et sur un rallye comme ça où il y avait de tout, on peut voir qu'il y a des voitures électriques qui ont fait 450 km. Voilà, mais bon, l'électrique, hein, c'est pas. Il y a une évolution qui est. Bon, ce sont des batteries avec de l'acide, avec des matériaux, que ce soit le plomb, que ce soit le lithium-ion ou tous ces trucs-là, qui sont aussi très polluants à construire. Donc il faut bien faire attention de ne pas aller dans un sens pour tuer un autre truc. Ouais. Quand je vois qu'au Brésil, ils sont en train de démolir les forêts tropicales pour planter du colza, c'est complètement idiot parce que c'est l'inverse de ce qu'on cherche au niveau des gaz émis. Donc il faut faire attention, ne pas faire n'importe quoi et pas sur un phénomène médiatique enflammé. Donc il faut le faire en réel et c'est ce qu'on fait avec ces rallyes-là. Alors dans l'ensemble de votre carrière, quelle est votre plus grande victoire? J'ai fait une petite fille là, il y a 4 ans, là, elle est assez marrante. On a toujours un peu peur en espérant en disant j'espère que ça ne va pas être héréditaire quand on aura à l'élever. Et puis là finalement ça se passe pas mal. Mais enfin, c'est un peu ça dont je suis le plus fier. D'accord, c'est pas votre carrière sportive en fait, c'est votre fille. Non, enfin si, moi c'est ma carrière. Vous savez, moi j'ai été à l'âge de 20 ans, donc j'avais le ski, la voile qui commençait. Bon, j'étais en équipe de France d'équitation, puis j'étais la plus jeune première catégorie française à l'époque. J'ai fait mon bataillon de Joinville à l'armée d'ailleurs dans les chevaux. Et j'ai eu le malheur d'avoir le bac. Et alors que je pensais redoubler, je me suis posé une question quand j'ai dit à ma mère, je l'ai, maintenant je vais pouvoir être tranquille. Elle m'a dit non, tu vas faire des études.
Et en fait, là, je me suis posé une vraie question. J'ai fait 3 mois d'études de gestion, j'ai vite vu que ce n'était pas pour moi. Et là, je me suis posé une vraie question en disant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de gagner de l'argent pour après m'acheter des jouets et m'amuser? Ou est-ce que j'essaye de m'amuser et d'en vivre? Voilà, Vous bon, avez j'ai pris la choisi deuxième la deuxième. version. Je n'ai jamais gagné d'argent, mais je me suis quand même bien marré. Et votre fille, si elle voulait suivre votre voie, vous seriez heureux? Bah, elle fera exactement comme elle veut. Moi, mon but, c'est de lui donner un petit peu tout ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire, de lui proposer, puis après, elle choisira. D'accord. Quelle est la principale qualité qui a fait de vous un grand sportif? Bah, c'est d'avoir toujours l'impression d'être nul, même quand on vient de gagner une course, et de se dire, tiens, là, on aurait pu faire ça, on peut s'améliorer. Le jour où on arrive en se disant, tiens, bah là, je suis le plus fort, je suis plus fort que les autres, je sais tout, bah, en fait, là, il n'y a plus de potentiel d'évolution. Et donc on est bloqué et on se fait dépasser par les autres. Donc c'est toujours une remise. C'est beaucoup de curiosité, hein. Moi, la victoire m'a jamais vraiment, la victoire sur l'adversaire m'a jamais tellement intéressé. Moi, ce que j'essayais de faire, c'était toujours d'aller plus loin que les autres, d'aller plus haut, d'aller plus loin, d'aller plus vite. C'est un petit peu ça qui a guidé toute ma carrière. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant d'ailleurs. Moi, j'adore la technique, j'adore l'incertitude, et j'essaye d'y mettre des jalons pour justement pouvoir un petit peu le dompter. Et à côté, est-ce que vous avez des défauts? Oh bah c'est plein, mais enfin je laisse aux autres le soin de me les dire. Et dans tous ces sports, est-ce que vous avez déjà connu des moments difficiles ou est-ce que vous avez eu envie d'arrêter? Bah, disons que un peu dans les sports et les aventures que j'ai faites, des moments difficiles, on en connaît beaucoup. C'est ce qui fait la beauté des choses. D'ailleurs, quand vous tapez un mois de tempête dans les mers du Sud entouré de glace, et puis qu'à un moment donné, vous êtes dans un... Personne ne voudrait avoir votre place, mais vous avez un petit rayon de soleil, un petit peu de chaleur, et là, tout d'un coup, vous avez l'impression que vous êtes dans le meilleur des coins, et tout ça, ça remplit de bonheur. Donc, ce sont des fois des petites choses, mais ça reste quand même des moments assez difficiles. Et puis, il faut voir aussi que... qu'est-ce que vous m'avez posé comme deuxième question? Est-ce que vous avez eu des moments difficiles? C'était ma question. Oui, il y avait autre chose. Est-ce que vous avez eu envie d'arrêter? Et bah, d'avoir envie d'arrêter, ça arrive souvent, ouais. Mais enfin, quand vous êtes accroché à une montagne ou vous êtes au milieu des mers du Sud, de toute C'est façon, un vous peu n'avez pas à vous difficile. poser la question parce que vous ne pourrez pas vous retrouver le lendemain ou le soir même dans votre fauteuil au coin de la cheminée. Donc, on est obligé de rentrer tout seul à la maison et des fois, ça met 3 mois. En fait, vous n'avez envie d'arrêter que quand vous êtes déjà parti. Non, quand il y a des moments Jamais. très, quand il y a des moments très difficiles, mais là, de toute façon, Il n'y a il n'y a pas le pas de choix. solution miracle. Et est-ce que vous êtes aidé? Vous avez un soutien moral? Quelqu'un qui vous aide? Non, pas du tout, non. Pas du tout, vous faites tout seul. Vous Ouais. n'avez pas Ouais, besoin. un peu à terre comme en mer, quoi. Mais vous savez, on n'est pas dans le football ou dans le tennis où il y a des espèces de filières aujourd'hui qui prennent les jeunes, qui les forment, machin et tout. Nous en plus, dans un peu tous les sports que j'ai faits, il faut un intermédiaire pour s'exprimer. Il faut un cheval, il faut une moto, une voiture, un bateau. Il faut de l'argent. Et il y a une grosse partie qui est dans la recherche financière. Et c'est vrai qu'on a connu des époques. Bah, la France a été la pionnière dans le sponsoring, hein, de bateaux. Le premier nom de bateau, je me souviens, c'était Critère en 1972 pour la première. C'est le premier sponsor sportif qui prenait le nom d'un bateau pour le mettre pour le nom d'une société. Ce qui permettait à des jeunes qui n'avaient pas un bal, en fait, d'aller chercher des sponsors et de se retrouver avec un bateau de milliardaire. Et toujours vivre comme un clochard, comme beaucoup de marins. Mais enfin, ça fait le charme de la profession. Et là-dessus, on a toujours été obligés de chercher nous-mêmes. Et en plus, comme les bateaux bouffent en général plus cher que le budget qu'on arrive à trouver, ça n'a jamais intéressé les agents. Moi, je sais qu'à l'époque de mon premier tour du monde en solo, quand j'ai eu un peu de notoriété, c'était en 87, je suis allé voir McCormack, machin et tout, mais je me dis, mais non, qu'est-ce que tu veux qu'on vienne voir dans votre métier? Vous avez un bateau, déjà, ça peut se vendre, allez, on va dire 1 million de francs, et ton bateau coûte déjà 1,2 million, tu vois. Alors, je me dis, où est-ce qu'on gagne notre argent? Donc, il y a très peu de monde qui est venu dans la voile. Contrairement à tout ce qu'on peut voir évidemment, hein. Quand vous avez 1 million de francs, enfin ou d'euros maintenant, pour un joueur de tennis, de toute façon, lui, on lui donne sa raquette, une paire de pompes et un short. Il a besoin de rien d'autre pour s'entraîner. Nous, il faut le bateau, il faut les voiles, il faut le déplacer. Et ça, c'est un vrai boulot aussi.
Alors, vous avez plein d'activités. Est-ce que vous avez le temps de faire quelque chose en dehors du sport? Non, parce que c'est ma vie, donc ça fait partie. Je vais faire un rallye, je vais faire un tour du monde, je reviens, je vais faire un peu de montagne. Ça tourne comme ça depuis une cinquantaine d'années, puis c'est assez agréable. Je n'ai pas besoin de plus, je suis déjà très diversifié, je n'ai pas le temps de tout faire en une journée. Alors, vous êtes réputé pour ne pas avoir froid aux yeux. Est-ce que vous nous préparez quelque chose là? Ouais, j'ai un bon projet sur la route du Rhum qui sera révélé en temps utile, mais il n'est pas piqué des verres. Alors, on va passer aux personnes que vous aimez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient... on va passer aux personnes que vous aimez. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous tenez particulièrement? Je suppose votre fille, Alors bon, oui, déjà. bon, ça sont des questions qui sont un peu personnelles. Moi, j'ai un groupe d'amis qui est le même à peu près depuis une trentaine d'années. Et ce sont des gens que j'affectionne particulièrement. Moi, je suis assez vadrouilleur autour de la planète en permanence, hein. Je suis à peu près 80% de mon temps à l'étranger, souvent un peu tout seul, mais j'ai un groupe de copains que je retrouve en Haute-Savoie, sur Cannes ou sur Monaco, qui font partie un peu de mon petit groupe que je retrouve de temps en temps, quoi. Mais j'ai pas de préférence, hormis évidemment les membres de ma famille, mais il n'y en a pas beaucoup. Il reste ma mère et ma fille. D'accord. Et est-ce que vous Et avez la des... mère de ma fille, évidemment. Ah. Donc j'allais quand même pas oublier. Vous avez des valeurs qui vous tiennent à cœur? Ouais, ouais, je suis assez intransigeant sur l'honnêteté. D'ailleurs, c'est ce qui nous aide beaucoup, nous, dans notre métier, parce qu'on a tendance à commander un peu des fois des bateaux ou du matériel sans avoir un bal. Et quand on est honnête, c'est qu'on a bon, une certaine longévité dans le métier. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui se fait encore pas mal dans ce métier, c'est que les fournisseurs nous font confiance. Et pour moi, ça c'est vraiment important. Ce sont des valeurs. Il y a beaucoup de valeurs qui se perdent aujourd'hui d'ailleurs, hein. C'est peut-être un petit peu vieux jeu, mais c'est comme ça. Ce sont des principes de respect de la nature, de la mer, peut-être pas de la manière dont on le fait médiatiquement aujourd'hui, là depuis quelques années, parce que c'est devenu à la mode. Mais depuis tout le temps, c'est aussi un terrain sur lequel on évolue, donc on y est plus sensible que les gens des villes. Alors maintenant, je vais vous faire un petit quiz. On va commencer tout de suite avec la cuisine. Quel est le plat que vous préférez? Aucun en particulier, j'aime toutes les cuisines des pays du monde. Voilà, donc la question est dans l'eau. Eh ben non, je la ressors à l'inverse. Est-ce qu'il y a un plat que vous détestez? Non. Oh ben d'accord, Non, vous non, c'est une question de cuisiner les plats, quoi. J'aime pas les plats quand ils sont mal faits. cuisinés. Ça, c'est logique, mais c'est un petit peu comme dans la vie, j'aime bien tout. En vêtements, quel est votre style? À la mode tous les 10 ans avec les mêmes fringues, quoi. En musique, est-ce que vous avez un chanteur ou un groupe préféré? J'aime un peu tout, j'aime la bonne musique, quoi. Donc j'aime bien, c'est vrai, bon, on a eu des années exceptionnelles quand ça a été des années de découverte dans les années 60 avec tous les nouveaux groupes qui sont d'ailleurs encore un peu à la mode aujourd'hui. J'aime bien le classique aussi, j'aime bien les musiques étrangères, ça peut aller de la musique chinoise, Amérique du Sud, la musique des îles aussi, hein, le reggae, tous ces trucs-là qui ont été des musiques assez chaudes. Il y a une musique assez grave aussi, la musique russe est forte. Toutes les bonnes musiques, c'est un petit peu comme la cuisine tout à l'heure. Moi, je ne suis pas sectarisé sur le Si c'est bien canard ou fait. sur les épinards. C'est quand c'est bien fait. Et de toute façon, la bonne musique, elle reste comme les bons écrivains, comme les bons chefs d'État. Enfin, il va y en avoir de moins en moins, j'ai l'impression. Mais c'est tout ce qui est bien fait qui est agréable. En cinéma, est-ce qu'il y a un film que vous avez beaucoup aimé? Pas spécialement, il y a des thèmes que j'aime bien. Il y a les thèmes français, bon, c'est vrai quand on regarde les Tintins flingueurs et puis après qu'on se refait Apocalypse Now ou La pianiste, sont des thèmes différents, j'aime bien. Est-ce Ou qu'il y un a vieux western, l'autre fois je me un suis vieux- refait Il était une fois la Révolution. J'ai dit tiens, c'est des films qui ont pas vieilli. Il y en a qui vieillissent, même s'ils étaient bons à l'époque. Puis il y a des gros navets, bon ça, ou La Grande Vadrouille, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un film que vous avez détesté? Ah, les films de Pasolini, quand même, à l'époque, étaient un peu raides, quoi.
au niveau du sport, est-ce que vous avez un sportif préféré? Non, j'aimais beaucoup Jean-Claude Killy à l'époque parce qu'il représentait pour nous en Haute-Savoie les 3 médailles. Après, quelqu'un de polyvalent, d'assez ouvert, et qui avait fait une belle période. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un mec comme Bodé Muller, qui est en dehors très différent du ski autrichien, c'est un peu le sale gosse du circuit, quoi, mais il a un putain de talent qui met tout le monde d'accord de temps en temps. Donc ça, il me faisait bien marrer. Il y a Kersozon, quoi, parce qu'il a une vraie intelligence et une vraie sensibilité de la mer. Et puis le personnage est hors du commun, quoi. Olivier, ou les femmes, hein, entre MacArthur et Florence Artaud, sont 2 femmes terribles qui arrivent à nous mater. Pourtant, c'est pas un sport de gonzesse, la voile, hein. Un petit peu. Et, ouais, c'est dur. C'est dur. On arrive à voir des femmes qui sont féminines, hein. Florence ou même Hélène, hein, sont des petites nanas fines, tout ça. Mais elles ont dans la tête, quand c'est décidé, c'est décidé, hein. Vous avez un conseil pour les jeunes qui débutent dans le sport? Disons qu'aujourd'hui, quand je vois un petit peu le sport qui est devenu surtout une manne à pognon, quand ils sont gérés dès leur plus jeune âge, à partir de l'âge de 6 ans, c'est bien parce que ça peut les emmener dans une discipline avec une possibilité de s'épanouir, mais ils ne connaissent pas la difficulté. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes qui arrivent à 12-14 ans avec un savoir déjà qui est très très fort, que ce soit moi l'autre fois, j'avais un copain en motocross, là, son gosse il a 9 ans. Nous, on a attaqué quand on pouvait conduire, enfin à 12-13 ans, on commençait, eux, ils attaquent à 5 ans. Donc ça a complètement changé. Bon, je parle du football, du tennis, ça se veut tout de suite très professionnel. Et je pense que ça les gave un petit peu, quoi. Il faut d'abord que les gosses ils prennent du plaisir. Il faut qu'ils trouvent un peu de difficulté, parce que quand on veut aller plus loin, qu'on veut être le plus fort, il faut avoir la niaque. Et quand on a tout cuit, qui arrive dans le bec sans jamais avoir eu à chercher d'argent ou à se prouver par soi-même qu'on pouvait aller plus vite que les autres. On trouve beaucoup de gamins qui, en fait, à l'âge de 16-17 ans, se prennent un peu pour des caïds, se démotivent ou sont déjà trop exploités, ça use, hein, et à 16-17 ans, ils sont déjà fatigués. Et c'est pour ça que souvent, on voit plus beaucoup de champions qui traînent très très longtemps, comme un des plus belles et plus beaux exemples, c'est Agassi, hein, qui a traîné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de champions qui arrivent, puis qui sont usés en 1 ou 2 saisons, soit parce qu'ils ont été trop gavés, soit parce qu'ils en font trop aussi. Et c'est vrai que quand on demande à un gosse à partir de l'âge de 6-7 ans de se mettre là-dedans, de faire un programme intensif, à 16 ans, il en a plein les baskets des fois. Et des fois, il s'use assez vite. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez voir à votre place dans votre fauteuil? Pas tant que je peux le faire, hein, mais enfin, il ne me reste plus beaucoup d'années. Hein. Mais j'espère bien continuer encore ça, 5-6 ans. Non, c'est difficile de dire quelqu'un. Il n'y a jamais personne qui va se mettre à ma place dans mon fauteuil. C'est quelqu'un qui va se débrouiller pour arriver à avoir des financements et avoir une passion qui l'emmène pour trouver tout ça. Parce que moi, je sais que j'ai commencé en faisant du stop, en tapant des dossiers à la machine pour trouver des budgets, en montant en stop l'hiver sous la pluie à Paris pour arriver à avoir un bateau. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc le truc qui tombe tout cuit, d'abord, ça n'arrive pas. Malheureusement. Parfois. Ou peut-être heureusement. Merci beaucoup, Philippe. Je vois que vous n'avez pas utilisé votre joker. Merci, bravo. Je sais pas, donnez-moi une question vraiment véreuse et puis je vous le rends. J'ai pas vraiment de question véreuse là qui vient, donc je préfère vous le laisser tranquille. Vous le rangez, ça peut servir dans la vie de tous les jours. Ça marche, ça remplace bien. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur worldsports-events.com à la rubrique Athletes Corner. Merci à l'Automobile Club de Monaco pour son accueil. À très bientôt.